Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laurent Hurgon. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, pourtant il fait partie des rares pilotes d'essai à être dans ce club fermé des Under 8 sur le légendaire circuit allemand du Nürburgring. Il est en effet pilote Renault Sport et son dernier record sur ce fameux circuit est juste monstrueux, puisqu'il est de 7 minutes 41 centièmes avec une Mégane RS Trophy R. Il nous explique d'ailleurs les coulisses d'une telle performance et l'équipe qui peut se cacher derrière un tel résultat individuel. Laurent nous évoque son enfance et comment il a été picousé à l'automobile avec son père dès son plus jeune âge, comme il aime à le dire. À travers cet épisode, Laurent revient aussi sur les rencontres qui ont marqué sa vie et créé son parcours, comme celle avec Julien Piguet ou encore Philippe Mérimée, qui lui offra la possibilité de rejoindre Renault Sport en 2004 après de belles expériences. Il nous conte par ailleurs ses diverses aventures en sport automobile, sans oublier les nombreuses autos qu'il a pu développer et ses anecdotes croustillantes qui vont à n'en pas douter vous régaler. J'en profite au passage pour remercier l'ensemble des équipes de Renault Sport pour leur accueil, et en particulier Delphine Margue qui se reconnaîtra si elle écoute ce podcast. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Laurent fait allusion sur Instagram @dbg_podcast. Je vous souhaite un bon épisode. Salut Laurent. Salut Yann. C'est un plaisir de t'accueillir dans La Boîte à Gants, même si en fait c'est moi qui devrais te remercier de m'accueillir chez Renault Sport avec Delphine Margue. Est-ce que tu peux te présenter un peu en deux mots pour les gens qui ne te connaissent pas ? Oui, donc Laurent Hurgon, j'ai 48 ans bientôt là dans début février et ça fait maintenant depuis 2004, septembre 2004 que je suis pilote d'essai pour Renault Sport. Donc en deux mots, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je m'occupe du développement, j'ai en charge le développement châssis pour la partie sur tous les véhicules estampillés Renault Sport et aussi sur certains véhicules de compétition comme des véhicules de rallye, des véhicules à porte jusqu'à la Formule Renault. Et cette passion pour l'automobile, elle remonte à l'enfance pour toi, parce que même si maintenant c'est ton métier, t'es avant tout un passionné. Ouais, carrément. Du moins, moi j'ai été baigné dans l'automobile avec mon papa, puisque il faisait le même travail que moi chez un constructeur, chez Volvo pour les camions. Donc il était démonstrateur, à l'époque ça s'appelait pas pilote d'essai, c'était démonstrateur, et il faisait tous les tests de consommation. Il y travaillait avec Max Meignier, l'émission de radio qu'il y avait de Max Meignier, c'était, je crois, les routiers sont sympas ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. J'en ai entendu parler, mais j'étais trop jeune, je crois. Et voilà, donc il faisait ça, il m'a baigné dedans. Il faisait aussi il participait au championnat d'Europe en camion aussi. Donc moi j'ai été suiveur sur pas mal de courses où il a fait, et il m'a décidé de me mettre dans le karting très tôt, du moins très tôt. Vers l'âge de 14 ans à peu près, on a profité d'une semaine de vacances en Italie. Il y avait une piste de kart à côté, on s'y est mis. Et il m'a dit, tiens, ça serait peut-être pas mal qu'on essaye ça à la rentrée. Je dis, pourquoi pas, ça me plaît bien. Donc ça, c'était pour tes débuts. Et ton père aussi a fait les 24 heures du Mans camion, quelque chose comme ça ? Ouais, complètement. Ouais. Il a fait plein de choses. Il avait fait le Sahel à l'époque où il y avait la distribution des tablettes protéinées. Je sais pas si tu te souviens, où il partait. Le Sahel était un peu très bas en termes de ravitaillement, et donc ils avaient profité d'une course automobile comme un peu le Paris-Dakar aujourd'hui. Et du coup, dans les camions d'assistance et dans les camions il y avait des protéines, en fin de compte, des petites tablettes protéinées pour distribuer au Sahel. Donc à chaque étape, il s'arrêtait, à chaque traversée de village, il s'arrêtait pour distribuer des tablettes protéinées à des enfants qui en avaient vraiment besoin, quoi. Donc il a fait ça, et après avec Volvo, il a eu la chance aussi de participer aux 24 heures du Mans camion, avec à l'époque comme coéquipier, celui que je me rappelle en tous les cas, c'était Chemarin, qui était un pilote de moto, et voilà, donc pour moi c'était un souvenir extraordinaire, parce qu'en plus ce camion était un peu atypique. Il avait je sais pas si il faudrait qu'on arrive à retrouver des images, mais c'était un camion avec un aileron d'avion un peu derrière, ouais. Et donc il était assez atypique, et donc voilà. Donc moi, mon papa, il a été là-dedans, et il m'a vraiment bercé dans le milieu de l'automobile, et je pense que j'ai été picousé dès la naissance. Ah, c'était presque obligatoire. Ah, c'était obligatoire. Mais ouais, on essaiera de retrouver des photos de tout ça pour illustrer un petit peu effectivement ses propos. Donc tu grandis, en grandissant cette passion te lâche pas. C'est quoi un peu ta première voiture ? Tes premiers souvenirs auto à toi perso ? Ah, ma première voiture, alors ça c'était une petite histoire un peu drôle. Mon papa m'avait acheté une Clio, une Clio, alors c'était lesquelles à l'époque, les Clio 2 RSI. Donc okay. j'ai eu la chance,
Il m'avait offert ça pour mes 18 ans et je l'ai pas gardé longtemps. J'ai dû la garder histoire une semaine. Voilà, on a toujours l'habitude quand tu fais du karting, etc., de te dire bon bah tu fais du karting, donc il t'arrivera jamais rien sur les routes. Et là, en l'occurrence, au bout d'une semaine, bah, elle a fini dans un talus et ça m'a un peu calmé. Et après, j'ai eu une autre passion. C'est l'apprentissage, hein, finalement. Ouais, c'est l'apprentissage. Je pense que ça m'est pas arrivé qu'à moi. Je pense que ça a dû arriver aux autres. Mais une semaine, c'est pas mal quand même. T'as fait un bon mais corps, par contre, une semaine, effectivement, j'ai quand même assuré. Et du coup, il m'a dit bah tiens, je pense que ce qui serait peut-être pas mal pour toi, c'est une 2 chevaux. Donc après, ça a été mon épopée 2 chevaux où là, j'étais fan complet. J'ai eu plusieurs 2 chevaux, je les démontais, je les bricolais, je les peignais, je changeais les couleurs des ailes, je les bricolais. J'ai trouvé que c'était une voiture qui était à vivre au quotidien exceptionnelle, super sympa par son système de capote qui était découvrable l'été, on en profitait. Et puis voilà, c'est la voiture de jeune par excellence. D'ailleurs, je salue les gars du GDB, du Garage des Blocs, puisque c'est grâce à eux que j'ai découvert cette anecdote de la 2 chevaux. D'accord. Parce que j'ai tourné un épisode avec San Benchabzi, ouais. Et je les salue tous parce que c'est une super chaîne d'ailleurs en plus. Comment ça se passe un peu par la suite? Je crois que tu fais l'armée, puisque c'était obligatoire encore à l'époque. Ouais, exactement. Ouais, j'ai fait l'armée de l'air pendant 11 mois, comme tous ceux de mon époque, quoi. Et là, j'ai profité d'une perme d'un petit week-end de perme que j'avais eu, et j'ai été voir une course de cartes à Angerville. Alors, je me suis mis au bout de la ligne droite comme tout bon public, et là, si je me souviens bien, c'était le départ des minimes, donc les tout petits, hein, les 8-10 ans. La course démarre, le départ devant nous, et puis là, il y a un jeune qui malheureusement s'accroche un petit peu, il part en tonneau et il vient s'écraser juste devant moi sur le grillage, donc avec moi et d'autres personnes. Sans être blessé ? Non, sans être blessé, il n'y avait pas de gravité, mais bon, du coup, il était quand même un peu coincé sous son karting, donc moi et d'autres personnes du public, on passe un peu par-dessus le grillage, on remet le kart sur... Surtout que toi, ça devait te titiller, de voir des gens rouler comme ça, t'as forcément envie de rouler, non? Ah oui, et puis moi j'en faisais en plus, ouais. Avant l'armée, donc j'en faisais. Donc oui, j'étais fan complet, quoi. Donc ça m'est déjà arrivé, tu te doutes bien, ce genre d'anecdote. Ouais. Donc voilà, donc on remet le kart de ce jeune sur les roues, on lui demande si tout va bien, et là son papa arrive. Catastrophé, tu te doutes bien, hein. C'était pas la première fois, je crois que c'était sa 2e course à ce jeune, et je crois que sur les 2 courses il lui était arrivé 2 fois la même chose. Donc son père un peu bouleversé, hein, un peu désolé, en disant bon, de toute façon c'est pas fait pour lui, on va arrêter. Voilà, on discute un petit peu, on sympathise, moi et son papa. Moi je faisais aussi du karting à l'époque à un assez haut niveau, et donc voilà. De fil en aiguille, on rentre un peu dans le terme de la discussion, et puis son papa me dit bah tiens, moi je cherche quelqu'un pour aider un peu mon fils à comprendre un peu le kart, à évoluer, à tout simplement à progresser dans le karting. Si ça t'intéresse, pendant tes permes de l'armée, eh bien on peut déjà faire un premier week-end d'essai, et puis on voit un peu comment ça se passe. Et donc, Puis t'as mis du suspense parce qu'on sait toujours pas qui est ce fils ni ce père. Ouais, alors ça c'était... ça voilà. Donc souvent on dit une carrière ou une profession, ça arrive souvent parce qu'on est là au bon moment et au bon endroit. Et moi c'était exactement le cas, puisque voilà, donc j'étais là. Je me suis retrouvé avec ce jeune, son papa c'était André Piguet, papa de Julien Piguet, qui est assez connu maintenant dans le milieu de l'automobile, alors de par son palmarès automobile, mais aussi sur sa société Driving Evolution, qui travaille pratiquement avec tous les constructeurs automobiles. Et donc Julien et son papa tenaient un circuit à Marcoussis. Voilà, donc on a fait un premier week-end ensemble avec Julien, on est parti, le camion tous les deux, on a bien travaillé, et coup de chance aussi, la première course qu'on fait ensemble, il la gagne. Donc voilà. Ça t'a donné une certaine légitimité directement? Exactement, alors il la gagne pas grâce à moi, hein. Je pense que le môme il était vraiment doué déjà à la base, c'est que voilà, les 2 premières courses il avait pas eu de chance. On s'est peut-être bien entendu tous les deux aussi, il y a eu une bonne complicité. Quand même l'élément manquant en fait à son succès. Ouais, peut-être, en tous les cas... bah, forcément, il s'est renseigné sur moi. Il a vu que j'avais aussi un palmarès. Il m'a donné du coup un peu de crédit par rapport à ce que je disais. Moi, j'ai bien connu ça avec mon père aussi. Souvent, quand ton père il te dit quelque chose, tu l'écoutes, mais si tu as la même personne à côté de toi qui va te dire la même chose,
et qui est un peu en dehors de ton réseau familial, tu vas avoir tendance à plus l'écouter. T'es moins dans la rébellion. T'es moins dans la rébellion, hein, on est d'accord. Donc bah là, je pense que c'est exactement ça qui s'est passé avec Julien. Et donc du coup, il y a eu cette osmose entre nous deux. Ça s'est super bien passé. Et donc voilà, on a fait une première course, on a gagné. Et ensuite, du coup, ça m'a donné de la crédibilité. Et on a continué l'aventure avec son père jusqu'à la fin de mon service national. Donc chaque perm, je l'ai passé. Tu as continué jusqu'à la F3, hein, c'est ça? Pour Alors, Julien. voilà, donc de Julien, on a fait bien sûr les années karting. Et ensuite, il est passé à la voiture. Il devait pas avoir 18 ans parce qu'on avait fait son permis dérogatoire à Lennon, donc il devait avoir vers 16-17 ans, il s'est mis à l'auto, de la Coupe Caterham à la Coupe Clio, à la Formule Renault, jusqu'à la Formule 3, où là par contre, voilà, moi j'avais pas ce niveau et donc j'avais plus rien à lui apprendre, donc nos chemins se sont séparés à ce moment-là, quoi. D'ailleurs, tu sais que je me suis rendu compte en préparant cette interview qu'il y avait un beau petit clin d'œil, c'est que maintenant, vous avez roulé encore récemment, en 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Sur la M4 en GT4. Donc moi, avec Julien, on était tout le temps restés en contact, hein, même si on s'était séparés avec son papa, puisque après je suis parti sur d'autres horizons. Mais Julien, en 2018, me recontacte en me disant, voilà Laurent, j'ai un rêve, c'est de faire le championnat de France GT4 avec une BMW, une M4 GT4. Et il me dit, voilà, avec toutes les années qu'on a passées ensemble, tout ce qu'on a fait ensemble, à droite, à gauche, sur les différentes pistes, et puis surtout tout ce que tu m'as apporté, il me dit, j'aimerais vraiment qu'on puisse le partager ensemble. Donc voilà, on a renouvelé le contact, on va dire pas presque 10 ans après, et on a participé tous les deux au championnat de France Comme GT4. si rien n'avait changé finalement. Comme si rien n'avait changé, parce que voilà, avec Julien, on était resté en très bon contact, mais c'est vrai, du coup, là, c'était plus Julien qui m'apportait quelque chose. Ah ouais, c'était génial. C'était génial. On a passé des bons moments. Bon, on n'a pas gagné le championnat de France, mais en tous les cas, on a fait des très beaux résultats. On a été un équipage qui était performant. Et il y avait surtout une entente entre nous qui était juste géniale. Du moins, un mec comme Julien, on peut que bien s'entendre. Ouais, vous êtes deux potes finalement. Ah, on est complètement deux potes. Ouais. Et donc, ouais, c'est cool parce que du coup, il n'y avait pas de rivalité entre nous. Franchement, ça s'est super bien passé. Pour revenir aux années donc, tu passes à travailler sur le circuit, tu as aussi eu une anecdote, alors tu l'expliqueras bien mieux que moi, mais c'était par rapport à ce que tu m'avais appelé l'époque Sega. Oui. Et cette fameuse journée, alors j'imagine que c'était en journée, oui, où tu as des très belles voitures qui tournent. Toi, tu étais un peu le pilote-instructeur, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est ça, j'étais l'organisateur de la journée, quoi, on va dire. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pour revenir sur le circuit Espace Plus, donc comme je le disais, donc le papa de Julien était propriétaire du circuit Espace Plus, et donc à la fin de mon service national, il m'a donc demandé de venir y travailler et de mettre en place la session karting, la session 4x4, la session voiture de course, donc de tout reprendre de A à Z pour développer et donner des cours de pilotage dans tous les niveaux à nos clients. Et ce jour-là, donc, on recevait la société Sega, comme tu disais, et donc tu te rappelles le logo ou le slogan plutôt Sega, c'est plus fort que toi à l'époque. Et ils avaient créé un jeu. Là, on est en quelle année, juste pour situer un petit peu? Alors, je suis pas très fort au niveau des années, mais on va dire que j'ai fini mon service national 19 ans, donc 19 ans, 73 plus 19 ans, ça fait. On est à combien? Ouais, c'est ça, c'est début 2000, fin de 90. Oui, c'est ça, à peu près. Donc Sega arrive et nous dit voilà, on est en train de lancer un nouveau jeu sur les consoles Sega de l'époque, avec une Ferrari, une Chrysler Viper. Alors la Ferrari, c'était une F40 pour la petite histoire. La Ferrari basique, quoi. Et donc voilà, et donc l'idée c'est qu'on a emmené ces voitures ici, on a plein de clients à faire passer et on va faire la promo de notre jeu, et donc on a des pilotes qui vont venir faire des baptêmes à nos clients. Moi super, donc moi je reçois les deux pilotes, je les avertis sur les consignes de sécurité, etc. Et ce jour-là, une météo un petit peu capricieuse, une piste un peu glissante, des conditions pas top. Et donc j'essaye de leur faire profiter un peu de mon expérience du circuit en leur disant attention, il y a des lignes blanches, le circuit à tel et tel endroit, ça peut glisser. Mais bon, je pense que ça leur est passé outre un petit peu. Ils se sont dit non, mais c'est bon, on est pilote, t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. Et donc arriva ce qui arriva. Dès le premier tour de piste d'un des pilotes, le pilote se sort sans gravité, mais en tous les cas détruit une voiture.
C'était quoi comme voiture? Et alors, il y avait la F40, il y avait une Chrysler Viper, Non, et il y avait celle qui a été détruite, enfin celle qui sort. une Porsche. C'est la Porsche, ouais, c'est ça. C'est la Porsche. Ok. C'est la Porsche. Et donc, du coup, ce pilote, un peu remercié par ces gars en disant bon bah c'est bon vieux, là tu viens de nous faire une caisse dès le premier tour. Ces gars un peu pris au dépourvu en disant bon bah comment on peut faire, et là il se retourne vers moi, il me dit mais Laurent, toi tu peux peut-être conduire une de nos voitures, et puis pourquoi pas emmener quelques clients en baptême, et voilà. Et donc j'ai eu la chance incroyable de pouvoir faire quelques tours au départ avec la Ferrari F40. Incroyable, du moins une voiture. C'est la voiture de mes rêves, c'est-à-dire c'était la première vraie supercar que j'ai pu conduire sur un circuit. T'en gardes quel souvenir de cette voiture? Brutal, c'était brutal. Franchement, c'était brutal. On avait des conditions mouillées, tu touches à peine à l'accélérateur, c'était hyper vif, brutal. Du moins, moi, j'avais jamais connu ça. À l'époque, on donnait sur le circuit, on donnait des cours de conduite sur des Caterham, qui sont des voitures géniales, mais plutôt faible motorisation, mais châssis très joueur. Là, c'était un peu tout le contraire. C'était énorme motorisation, très brutal au niveau de l'accélérateur, très compliqué à tenir. Mais alors, quel plaisir. Moi, ça m'a bluffé, et puis ça m'a marqué. Encore aujourd'hui, quand je raconte ça, la F40, ça reste la voiture de mes rêves, de ma jeunesse, de tout ce que tu veux. C'est la voiture... dans tous ces états que je trouvais juste extraordinaire. C'est bien, on anticipe une question que je t'aurais posée sûrement à la fin, à savoir quelle est la voiture qui te fait peut-être le plus rêver. Bon, on a déjà plus ou moins la réponse. Oui, alors c'est clair que la Ferrari F40 en tout cas restera et sera toujours la voiture marquée, qui m'a marqué, en tout cas qui a marqué ma jeunesse. Il y a quand même d'autres voitures qui me font maintenant rêver, des voitures un peu plus récentes, et il y en a d'autres qui me font quand même bien rêver aussi. Suite à justement cette expérience sur ce circuit, qu'est-ce qui se passe pour toi? Donc il y a un moment où il est temps de passer à autre chose parce que vos chemins se séparent. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que donc, sur circuit, comme je te disais, on faisait beaucoup de cours de conduite, à tous les niveaux, karting, 4x4, voitures de course, et on avait aussi une partie qui était très intéressante, puisqu'on faisait aussi du benchmarking. Alors, benchmarking, c'est quoi? En 2 mots, c'est que un constructeur nous présentait sa voiture, peu importe. Nous, on essayait cette voiture, on la comparait par rapport à toute la gamme, à la gamme de cette auto. Alors, on la comparait en maniabilité, on la comparait en stabilité, on la comparait en accélération, en freinage, sur tout un tas d'items. Et donc, et on comparait bien sûr la concurrence sur ces mêmes items, ce qui nous permettait, nous, de créer des books, en fin de compte, qui servaient ensuite aux forces de vente pour avoir les avantages et les inconvénients de leur voiture par rapport à la concurrence. Leur mâche de travail, finalement. Ouais, voilà, ça leur permettait de dire, si un client arrivait en disant, un client arrivait par exemple chez Renault, en disant, je voudrais acheter une Mégane, mais par contre j'hésite avec une Peugeot, une 307. Eux, au moins, ils avaient déjà le comparo en disant, la Renault va être meilleure sur tel et tel item, à contrario, la Peugeot va être mieux sur tel item. Ça va dépendre un peu de ce que vous recherchez. Donc nous, on mâchait un peu le travail aux forces de vente et on leur distribuait ces fameux books. Et ça m'a permis de me rapprocher pas mal des constructeurs automobiles. Et donc... ça t'a créé une opportunité? Ça m'a créé une opportunité. 8 ans après, j'ai été débauché par Peugeot qui voulait renforcer son service liaison au sol. Et donc voilà, j'ai intégré Peugeot. J'ai eu énormément de chance puisque je suis rentré directement dans les liaisons au sol, ce qui me passionnait. J'ai été en binôme pendant 2 ans avec un certain Christian, un monsieur qui avait un certain âge, mais... qui connaissait tout sur l'automobile, si tu veux. Il ressentait tout. Il roulait sur un mégot de cigarette, il le ressentait. La direction, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai passé 2 ans à boire ses paroles et il m'a vraiment tout appris. Et donc voilà, de fil en aiguille, avec ce monsieur, moi je suis arrivé chez Peugeot, je me suis fait mes armes sur le développement du Berlingo. Très belle voiture. Berlingo est partenaire, très belle voiture, mais très formatrice parce que du coup, t'as des Berlingo VU, t'as des Berlingo VP. Donc si tu veux, au niveau de la liaison au sol, t'as différents cas de charge, donc t'as différentes méthodes de travail. Il faut que ça accepte la charge, il faut que ça ait des prestations dynamiques quand même qui soient
soit quand même plutôt correct. Donc ça a été très formateur. De là, j'ai fait ensuite le Picasso. Ça, c'est très sympa aussi. Ça m'a permis de me déplacer un petit peu parce qu'on s'occupait aussi du Mercosur. C'était la première génération de Picasso. Exactement. Donc 2003, 2004, 2005. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et ensuite, du Picasso, j'ai évolué sur la 407 et jusqu'à la 407 coupée. Et donc voilà, cette épopée Peugeot et Citroën, hein, parce que c'est vrai que moi j'étais plus badgé Citroën, mais c'était la même maison. Hein. On avait Citroën aux Ulysses, à Vélizy, pardon, et puis Peugeot qui était basé à Sochaux. Et donc ça m'a vraiment tout appris. Ça m'a permis de me forger, ça m'a permis de vraiment découvrir le métier, de faire les missions, de partir à droite à gauche, de voir les spécificités sur chaque pays. C'était très formateur en tous les cas pour moi. Et tu m'as raconté une anecdote sur la Xara à propos des jantes, si je me souviens bien. Ouais, alors la Xara, alors moi je m'en occupais pas personnellement, comme je t'ai dit. Par contre, j'avais un de mes meilleurs amis qui est encore un ami proche aujourd'hui, Pierre Alano, qui va se reconnaître On le salue. Qu'on le salue d'ailleurs. Et Pierre donc avait en charge le développement de la Xara, donc des dérivés, on va dire basiques, jusqu'à la fameuse Xara VTS qui nous a donné quand même pas mal de fil à retordre pour la petite anecdote. Donc c'est une voiture qui marchait très très bien. La motorisation était quand même très sportive pour l'époque. En tous les cas, ça faisait partie des véhicules sportifs des constructeurs français. 167 chevaux. Ouais, c'est ça, ouais. Et elle nous a donné beaucoup de fil à retordre avec Pierre, puisque la jante a été un débat assez important pendant la phase de développement. On a eu du mal à faire matcher le pneu avec la jante sur cette voiture. Donc on a passé maintes et maintes versions de jantes avec différents designs, différents points d'accroche du pneumatique. Bon, je vais pas rentrer dans la partie technique, mais il y a beaucoup d'évolutions sur une jante qu'on peut faire pour la faire plus ou moins fonctionner. Et c'est vrai que la Xara VTS, elle nous a donné beaucoup de fil à retordre sur le développement de cette jante, et on a passé beaucoup de temps, beaucoup de fou rire forcément, beaucoup de temps sur circuit, beaucoup de temps sur route avec Pierre. On avait chacun nos véhicules et des fois on échangeait, il nous demandait son avis, je lui demandais le sien, et donc c'était assez dantesque au niveau relation qu'on avait. Et cette jante, effectivement, elle nous a donné. Elle a commencé à me donner un petit peu de cheveux blancs d'ailleurs. Je te suis sur les cheveux blancs, je te suis. D'accord. Oui, j'ai vu. Mais la Xara VTS, bon, je pense que les auditeurs commencent à le savoir, c'est une voiture qui me tient particulièrement à cœur. Donc finalement, je dois beaucoup à vous deux, en fait, de vous être. Enfin, plus à Pierre, si j'ai bien compris. Ouais, plus à Pierre. Le fait que cette voiture soit exceptionnelle, on peut discuter le design, il n'y a pas de problème, mais ça reste. Un châssis incroyable, un moteur incroyable, enfin bref, je peux en parler pendant des heures. Je vais me calmer là-dessus. Mais je partage. Après, qu'est-ce qui se passe? T'arrives chez Renault Sport, c'est qu'on est en septembre 2004, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, septembre 2004, ouais, tout à fait. Ça c'est pareil, tu vois, je reçois un coup de téléphone de Philippe Mérimée, qui est toujours d'ailleurs mon chef actuellement, et qui me dit, voilà... Laurent, j'ai en charge de créer un service liaison au sol chez Renault Sport, puisque avant chez Renault Sport, tous les travaux de liaison au sol étaient sous-traités à l'extérieur. Et donc Renault Sport voulait reprendre en interne le développement de ces châssis. Et donc ils ont d'abord nommé Philippe Mérimée, et ensuite Philippe Mérimée est en charge de s'entourer de différentes personnes, des pilotes d'essai, des ingés freins, des ingés calcul, des ingés sur les élastos, bon bref, un service qui représente maintenant une quinzaine de personnes à peu près. Et donc Philippe m'a contacté, j'ai été la première personne qui l'a contacté, et ça c'était incroyable. On s'est donné rendez-vous, il est venu me chercher en Mégane 2 RS phase 2 à l'époque, parce que c'était juste après le lancement de la phase 1, qui avait d'ailleurs été un peu critiqué. C'est ce qui a poussé, je pense, Renault Sport aussi à créer en interne après ses propres châssis. Et Philippe est venu me chercher avec une Mégane 2 RS, la Trophy, c'était couleur orange sanguin à l'époque. Et donc il vient me chercher sur le point de rendez-vous. Je monte dans cette auto, et les 500 premiers mètres de route qu'on a fait ensemble, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, quoi. Voilà, j'étais vraiment attiré par le sport auto, parce que même pendant mes années Peugeot, je continuais le sport auto. J'étais très passionné de la compétition, et quand je suis monté dans cette voiture et que j'ai vu ces prestations dynamiques qu'elle offrait, je me suis dit
il faut absolument pas que je laisse passer l'opportunité. Donc, Et là encore, on parlait même pas de la R26R qui était encore la version la plus radicale. Non. Nous, on est arrivé, on a attaqué la Mégane 2 RS Phase 2. Donc, il y a eu. On a attaqué par la Trophy, elle s'appelait à l'époque, la Trophy, la Mégane 2 RS Trophy, qu'on pouvait appeler aussi R25. Après, on a eu la R26, qui était une évolution de la Trophy, où on a implanté c'était la première traction où on implantait un différentiel à glissement limité. Et ensuite, on a fini en apothéose avec cette Mégane 2, puisqu'on avait développé la R26R, qui était la première voiture iconique, et qui est d'ailleurs toujours la première voiture iconique, vitre en plexi, arceau, pneus semi-slick, une vraie petite voiture de course pour une utilisation haute. Et ça, c'était aussi un challenge qui était juste incroyable. Je profite pour avoir une petite pensée pour Adrien Leflanchec, avec qui j'ai tourné un épisode il y a 2 semaines maintenant, qui m'a expliqué qu'il avait un ami qui a donc cette R26R, il l'a toujours d'ailleurs. Ouais. Il adore cette voiture, et surtout pour lui, en fait, c'est la représentation française du fait qu'on peut faire des voitures très sympas, traction, et non forcément propulsion, comme beaucoup imaginent que propulsion égale fun. Alors qu'effectivement, cette voiture-là, j'ai jamais testé, donc je peux pas parler en connaisseur, mais que c'était la quintessence du plaisir automobile pour lui, quoi. Ouais, je pense que vraiment cette voiture, on peut la considérer comme vraiment un véhicule iconique, parce que je pense qu'elle est à la base de tout ce qui se fait aujourd'hui sur le côté sportif, en tous les cas. Elle est vraiment sortie des registres. On a eu un chef de projet qui a vraiment poussé les prestations à son maximum, et ça a vraiment été... donc, juste pour la petite aparté, c'est que moi, en même temps que la R26R, je travaillais déjà sur la Mégane 3. Et donc la R26R, la majeure partie du développement est quand même à mettre à la charge de Vincent Bailey, qui était un prestataire qu'on avait chez nous à l'époque, qui venait de chez Michelin. Et Vincent a travaillé, on va dire, on a travaillé ensemble, on était en binôme, mais il a travaillé à plus de 60-70% sur le développement de cette auto. Et donc voilà, donc le début des records sur le Nürburgring. Vincent avait fait le premier record sur le Nürburgring. C'est une voiture qui a été encensée par toute la presse. Et voilà, je pense que c'était le début de tout. En tous les cas, pour nous, pour Renault Sport, ça a été vraiment le début de ce qu'on est encore jusqu'à maintenant, quoi. On reviendra sur tes records sur le Nürb par la suite. T'as travaillé sur plein de projets, donc on ne pourra pas tous les énumérer, je pense que ça serait un petit peu long. Mais tu as travaillé aussi notamment sur un projet qui est un peu différent, c'est les 4 roues directrices. Oui, alors ça a été génial. Donc, c'est vrai qu'on fait partie de l'entité Renault Sport, mais on est en étroite collaboration avec nos collègues de chez Renault, puisque voilà, on utilise aussi leur centre d'essai, on travaille aussi des fois pour eux sur des développements. Et la Mégane GT, la Laguna GT, pardon, à l'époque, était le premier véhicule Renault à bénéficier des 4 roues directrices. C'était même une première mondiale, non ? J'ai plus souvenir de ça. J'ai le souvenir qu'il faisait des comparatifs, il disait que la Laguna, donc GT 4 roues directrices, était plus maniable qu'une Porsche. J'ai un vague souvenir, si tu veux, de reportage. J'étais un peu jeune, mais... Ouais, c'est exactement ça. En tous les cas, nous, on avait fait un comparo sur des tests d'évitement. Tu sais, à l'époque, on avait exactement énormément de tests consuméristes, comme on les appelait encore maintenant. Les tests presse, où on avait des tests d'élan, des tests... qui était normé à l'époque, et donc on avait pu comparer les 4 roues directrices avec la référence du marché aujourd'hui, donc une Porsche, et donc on connaît les prestations d'une Porsche, on pouvait même pas imaginer qu'une Laguna pouvait avoir ou rivaliser en tous les cas avec les prestations d'une Porsche, et elle a fait mieux que rivaliser, puisqu'elle a même performé par rapport à la Porsche sur tous les tests consuméristes de l'époque. Tu veux dire que même vous aviez été étonné du résultat ? Ah ouais, nous on a été étonné du résultat, du moins. C'est déroutant, tu sais, quand tu es metteur au point, tu as tes habitudes, et là on te dit, voilà, on développe un nouveau système avec des 4 roues directrices à l'arrière. Et donc, moi j'ai eu en charge de développer, non pas le hard, parce que ça c'est Renault qui s'en est chargé, mais toute la partie soft, l'angle de braquage qu'il fallait faire. Donc c'est assez complexe à mettre en place. Ça m'a pris en tous les cas beaucoup de temps de développement, et donc tu montes pour la première fois dans cette auto, et puis tu t'aperçois que quand tu vas commencer à rouler dans les centres-villes, tu vas avoir un angle de braquage et un taux de braquage qui est juste incroyable. Donc t'es dérouté, ça change un peu tes habitudes. Et juste, est-ce que tu peux faire une petite aparté sur ce que tu appelles le hard et ce que tu appelles le soft,
pour nos auditeurs? Alors le hard, en fin de compte, c'est les 4 roues directrices. C'est quoi? C'est un système, c'est un moteur en fin de compte qui est relié à deux grandes bialettes de direction sur chaque roue. Et donc forcément le hard, et ben voilà, c'est ceux qui ont conçu le train arrière avec ce moteur, ces bialettes, donc toute la partie hard, toute la partie conception. Et après on rentre plus dans la partie soft où là c'est du réglage qu'on va faire pour trouver le meilleur setup possible, le meilleur compromis possible entre la maniabilité à basse vitesse et la stabilité à haute vitesse pour que le client il ait les avantages de système sans ressentir les inconvénients. Donc ouais, ça a été une révolution un peu là, hein. Les quatre roues directrices, ça a changé notre manière de faire, de voir un peu les choses. Ça a fait beaucoup progresser l'automobile jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des constructeurs comme Porsche qui utilisent les 4 roues directrices sur des véhicules qui sont dans la rue actuellement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a vraiment compté beaucoup pour nous, et ça a été un travail très intéressant. Ouais, une très belle avancée technologique. Ouais, carrément. Finalement, est-ce qu'on pourrait résumer que ton quotidien chez Renault Sport, c'est de rouler plein de voitures différentes? J'imagine que tu dois faire plus de centaines de milliers de kilomètres par an. Ouais, c'est ça. On avoisine à peu près les 100 000 km par an, à peu près d'essais, partout. Donc l'hiver, on va en Laponie sur les lacs gelés. L'hiver, on va du côté de l'Espagne, on va essayer de chercher un peu les températures un peu plus élevées. On essaie de descendre dans le sud, l'Espagne, le Portugal. L'été, on scrute un petit peu toute la France, on scrute l'Europe, on va beaucoup aussi en Allemagne pour profiter des autoroutes et de la non-réglementation au niveau des vitesses. Voilà, l'idée c'est de parcourir le plus de chemins possible, de se diversifier au maximum pour encore une fois toujours le même résultat, c'est que le client ait la meilleure voiture possible. Tout ça avec ton homologue David, c'est ça? Oui, complètement. Voilà, on a David et puis Vincent Bailey que je te disais sur la R26R qui travaille encore pour nous et qui s'occupe encore aujourd'hui des systèmes pilotés chez nous. D'accord. Donc, t'en parlais tout à l'heure, l'aspect compétition, t'as jamais arrêté la compétition, t'as toujours suivi ça en parallèle. Chez Renault, comment ça a pu s'exprimer? Je sais pour Caterham, on pourra peut-être parler après d'Alpine Cup. Chez Renault, quelle compétition t'as pu faire un petit peu? Alors, c'est pas tout à fait vrai quand tu dis que j'ai jamais arrêté la compétition, parce que autant quand je roulais chez Peugeot, j'ai fait les formules de promotion, okay. C'est-à-dire la coupe 206 à l'époque, qui débouchait sur la coupe 207 cc, qui débouchait sur la 306 Super Production. Bon bref, ça c'est les formules que j'ai participé. Et quand je suis rentré chez Renault, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu aussi la chance de pouvoir développer les véhicules de compétition. Donc les Clio Cup de l'époque, les véhicules de rallye, les Mégane Trophy V6, la RS01, la Formule Renault, etc. Et par rapport à des problèmes d'équité, si tu veux, à partir du moment où tu étais développeur de ces autos et que tu participais au développement, tu n'avais pas le droit, pour des questions d'équité, de pouvoir participer à cette catégorie. J'avais pas du tout pensé à ça, effectivement. Donc du coup, mon épopée, mon époque Renault, j'ai arrêté la compétition. Mais alors je l'ai arrêté sans l'arrêter, parce qu'effectivement je faisais plus de compétition proprement dite, mais par contre j'avais quand même la chance de travailler 30% de mon temps sur des véhicules de compétition. Donc j'ai arrêté sans arrêter. C'est-à-dire que j'ai arrêté le côté compétitif. Par contre j'ai, je pense, encore plus roulé de véhicules de compétition pendant cette période. Jusqu'à la Formule Renault, enfin un peu en top de chaîne. La Formule Renault, ça reste un véhicule qui est encore dans mes cordes. J'ai essayé aussi des Formule Renault 3.5, mais là c'était plus un clin d'œil de Renault Sport qui m'ont dit tiens Laurent, ça serait bien que tu fasses quelques tours pour te rendre compte. Et voilà, physiquement c'est des voitures qui sont pas à la portée de tout le monde. Il faut être prêt physiquement, donc j'avais pas mon mot à dire en tout cas sur la mise au point, mais jusqu'à la Formule Renault. Juste pour nos auditeurs, la 3.5, c'est un V8 qui doit faire presque 400 chevaux, peut-être même un peu plus. Ouais, c'est ça, je crois que c'est un V8 de 450 chevaux. C'est les performances d'une F2 aujourd'hui, hein, une F2, une GP2 de l'époque. Donc c'était 10-15 secondes moins vite qu'une Formule 1. Donc ouais, c'était... Oui, ça satellise quoi. Ah oui, c'est clair. Moi je me rappelle, une petite anecdote, là j'étais sur le circuit de Monteblanco et j'étais avec Felipe Albuquerque, un pilote portugais, très bon pilote portugais, qui est toujours d'ailleurs. Et donc moi je roulais sur la Mégane V6 Trophy, et lui faisait le développement sur la 3.5. Et à un moment donné, fin de matinée, on s'arrête un petit peu, on souffle, et puis là j'ai l'ingénieur qui travaillait sur la 3.5 qui me dit tiens, mets ton casque Laurent. Je dis ah bon? Il me dit
dis mais la voiture elle est en train d'être mécaniquée, je pense que j'ai le temps. Il me dit non mais tu roules pas dans la Mégane V6 Trophy, tu vas faire quelques tours dans la 3.5. Et là, tu sais, t'as tu commences à avoir les genoux qui commencent à s'exciter un petit peu. Quand tu mets tes gants, t'es tout énervé. Tu te dis non, mais je vais vraiment faire quelques tours dans la 3.5. Et donc voilà, j'ai eu le stoner de faire ça. Je sors, je débat un petit peu, je débriefe un peu avec Philippe Albuquerque. Et puis là, je lui dis Philippe, je comprends pas. Dans la courbe, là, toi, je vois que tu passes à fond. La voiture a l'air vachement stable. Et je dis moi, je lève un petit peu parce que j'ai pas le courage de le faire. Et je la sens vachement vicieuse. Et là, il me dit ouais, mais passe à fond. Ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux. Il me dit il faut profiter de l'aéro. Et donc, plus tu vas passer vite dedans, plus tu vas la charger en aéro. Il faut y aller franco, quoi. Et il faut y aller franco. Mais ça, c'est beau à dire, mais à faire. J'imagine, ouais. Tu sais, quand faut que tu captes ton cerveau en disant, bon, attention, là, je vais rentrer dans une courbe, on va dire, aller à 200, 220. Je la sens déjà un petit peu flottante. Et le prochain tour, tu dis, bon, bah, du coup, pour pas qu'elle soit flottante, il va falloir que je la rentre non pas à 220, mais je rentre à 250 dedans. Et là, c'est juste pas possible. En très peu de tours, ça demande de l'expérience que tu n'avais pas à ce moment-là sur cette voiture. Ouais, ça demande de l'expérience que j'avais pas à ce moment-là. Ça demande de la préparation physique que j'avais pas non plus. Parce que malgré tout, même si j'avais une préparation physique que je m'entretenais assez régulièrement, voilà, le cou, les bras, c'est des jets, des accélérations qu'on n'a pas l'habitude de prendre et il faut être prêt à les encaisser, quoi. Pour revenir purement à la compétition, parce qu'effectivement, c'était une petite aparté de ma part, c'était pas vraiment la compète là sur ce niveau-là. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton époque de, je sais pas, t'as été champion Caterham, ouais. puis après sur Alpine Cup, je sais plus exactement si tu as gagné, j'ai pas eu le temps de vérifier ça. J'étais vice-champion sur Alpine Cup. C'est ça. Est-ce que tu peux resituer un petit peu ces deux époques, parce que en termes de chronologie, c'est pas exactement au même moment. Ouais, exactement. Donc en fin de compte, l'époque Caterham, ça a commencé avec quand je suis rentré sur le circuit Espace Plus. Donc j'avais à peu près 21 ans, donc 73, 21, ça devait être 94, 95. On donnait des cours de conduite sur le circuit Espace Plus en Caterham, et là monsieur Piguet, donc André Piguet, le papa de Julien, me dit Laurent, ça serait peut-être quand même pas mal qu'on essaye de communiquer un petit peu plus sur notre école de conduite, et moi ce que je te propose c'est que on s'achète une voiture et tu participes à la Coupe Caterham. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, ça s'est bien passé. Alors j'avais l'avantage de pouvoir rouler tous les jours avec, forcément sur un circuit automobile. Tous les jours, c'est quand même, c'est une vraie chance aussi, sûr. C'est une vraie chance aussi. Donc je suis arrivé effectivement en tant qu'amateur à la compétition auto, mais par contre j'avais quand même déjà pas mal d'heures de conduite derrière moi. Et donc voilà, ça s'est passé au mieux. J'ai gagné le championnat, j'ai gagné la première année, j'ai fini deuxième à la deuxième année. Ensuite Julien est passé sur cette même Caterham, et donc je lui ai aussi permis de gagner aussi le titre. Donc là j'étais plus coach et lui était pilote. Vous avez décidément fait quand même pas mal de retours de. Ah mais oui, carrément, carrément. Et donc voilà, j'ai commencé à Caterham avec ce titre de champion de France en Caterham. Et donc voilà, j'ai repris la compétition en 2018, on l'a évoqué tout à l'heure avec Julien sur la M4. Et ensuite on a lancé l'Alpine chez Renault Sport. J'ai pas participé au développement de la voiture, donc du coup ça m'a permis de pouvoir. Alors c'est pas tout à fait vrai que j'avais pas participé, j'ai quand même fait 3 jours de développement avec Signatech sur la Cup et sur la GT4. On peut pas considérer que c'est une tricherie, quoi. Mais non, c'était pas une tricherie, parce que voilà, j'ai vraiment travaillé très ponctuellement, et si tu veux, j'avais pas plus d'avantages que les autres sur la voiture. Et ça fait la 3e année que je fais. La première année, on a eu des petits soucis mécaniques, mais bon, comme une nouvelle catégorie qui commence. Et là, cette année, l'année dernière, j'ai fini 2e du championnat. Et donc voilà, c'est reparti. Le retour en force. Je suis reboosté à mort. Et c'est sympa parce que du coup, tu cours avec des jeunes qui ont entre 17 et 20 ans. Donc voilà, ça te pousse un petit peu. Moi, c'est sûr que je suis obligé de sortir de mon confort, de ma zone de confort, si tu veux, pour arriver à être à leur niveau. Mais c'est le compétiteur qui revient là. Mais c'est le compétiteur qui revient à mort. Bon, j'ai une tête désastreuse quand je sors de la voiture après une demi-heure de course par rapport à eux, où ils ont l'impression qu'on n'a pas fait la même course.
Mais voilà, je leur ai donné du fil à retordre, c'était mon objectif. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vais tourner un épisode demain avec Pierre Sancinena qui roule aussi sur une Alpine. Bah, carrément, Pierre, on a commencé l'Alpine Cup ensemble. Hein. Il travaille chez nous, il est ingénieur aérodynamicien chez nous. Et Pierre, voilà, c'est un ami, on travaille vraiment ensemble, on a partagé plein de bons moments, plein de développements de différents chronosports ensemble et on se retrouve sur la piste le week-end. Il a gagné la première année d'ailleurs. Oui, il avait gagné l'Alpine parce que c'était je crois que cette année-là, le premier lot était une Alpine. Exactement, ouais. Qu'il a toujours d'ailleurs. Ouais. Il a toujours. Et donc après, sur l'année d'après, il est parti sur d'autres horizons et il est revenu l'année dernière au championnat d'Europe alpine et on a été concurrents tous les deux. Donc voilà, là cette année j'ai fini devant lui, mais ça a été dur. Toute l'année, on s'est bien bataillé, on s'est tiré des bonnes bourres et ça c'est le plus important. Je pense que le grand public te connaît plus pour un fait d'armes, à savoir, je veux dire, c'est même pas un fait d'armes, c'est des faits d'armes. Ouais. Tes records, notamment sur le NURB, on en parlait tout à l'heure. Le dernier en date, ça doit être en 2019. 2019, ouais, c'est ça. Alors, attends, je vérifie le temps parce que je l'avais plus en tête. C'était 7,40 et point 1, ouais, c'est ça. Un dixième. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce que ça peut demander comme préparation, aussi bien pour toi dans la gestion, aussi bien pour l'équipe, parce que c'est aussi un travail d'équipe avant tout, je pense. Ah bah, c'est surtout un travail d'équipe, ouais. Ça, c'est quand même, du moins, en tous les cas, chez Renault Sport, à partir de la R26R et jusqu'à encore maintenant, tous ces records qu'on a pu faire, c'est des aventures qui sont juste inoubliables. Parce que voilà, souvent c'est un véhicule qui est un peu niche, qui va s'adresser à des clients qui sont un peu puristes, un peu amateurs de sortie circuit, etc. On sort un peu du contexte industriel comme on peut l'avoir sur un développement autre. Et là, on travaille avec une petite équipe commando. Souvent c'est un pilote, un ingé ou deux, un chef de projet, du moins en fin de compte le chef de projet il va gérer l'enveloppe budgétaire. Nous on va faire avec cette enveloppe le mieux qu'on puisse faire. Mais c'est du sur mesure en fait, c'est travail d'orfèvrerie. Moi je résume toujours ça parce que c'est construire ou fabriquer ou développer un véhicule comme une trophière, c'est faire du sur-mesure dans un magasin de prêt-à-porter. Tu vois, c'est exactement pareil. On croit que alléger un véhicule, se contenter d'alléger un véhicule ou de mettre des amortisseurs perfo, un aéro différent, etc. C'est facile. Mais non, aujourd'hui, on est sur un raisonnement industriel qui est tel que fabriquer ce genre de voiture dans une usine comme on peut avoir à Palencia ou à Dieppe, et c'est hyper contraignant. C'est des nouveaux moyens de développement, c'est des nouveaux moyens de conception, c'est sortir la voiture de l'usine. Ça veut dire arrêter la chaîne à un moment donné pour sortir la voiture de la chaîne, la faire partir sur une autre chaîne. Donc plein de contraintes structurelles, quoi. Plein de contraintes structurelles, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que voilà, il y a un travail avec l'usine, il y a un travail de conception, et puis nous sur le terrain, c'est juste fusionnel, quoi. Tu te rends compte l'objectif que tu as, c'est de te dire il faut arriver à fabriquer le véhicule le plus puissant que tu saches faire avec les moyens qu'on te donne. 300 chevaux pour la dernière version. Voilà, 300 chevaux pour la dernière version. Et à la fin, prouver ses performances sur un chrono que tu dois arrêter sur un circuit de ouf qui est le Nordschleife, qui fait 21 km. Que tu connais un petit peu. Que je connais par cœur. T'as fait combien de tours juste pour avoir une ordre d'idée? Ouais, ça c'est souvent la question qu'on me pose. Je sais pas, je dois être à pas loin de 2000 tours quand même. Ah oui, bon bah c'est bien. Ouais, parce que figure-toi que depuis la R26R, Renault Sport fait partie de l'Industry Pool. Donc les Industry Pool, c'est quoi? C'est des semaines qui sont attribuées en fin de compte aux constructeurs. Et je crois que c'est de l'ordre de 7 ou 8 semaines par an qui sont vraiment attribuées pour les constructeurs automobiles pour venir développer leurs autos sur le circuit du Nordschleife. Donc on roule pendant ces 6-7 semaines par an avec tous les autres constructeurs. Alors souvent c'est des constructeurs sportifs, il y a quelques généralistes, mais en règle générale c'est des constructeurs sportifs. Et on roule tous ensemble entre professionnels sur le circuit du Nordschleife. Donc nous, tu penses bien quand on y est là-bas pendant une semaine, dès le lundi matin, on est sur la piste, on fait nos réglages, on repart. Donc on faisait énormément de tours, quoi. Mais attention, c'est quand même très réglementé, hein. Il y a des formations à faire au préalable. Tu dois passer des stages avec un moniteur allemand qui t'apprend vraiment tous les rudiments, toutes les spécificités du circuit du Nordschleife. Donc c'est un peu de travail, mais. Donc tu parles très bien allemand maintenant? Ah, je parle couramment.
Non, pas du tout, je parle pas un mot d'allemand, mais par contre, je connais leur circuit par cœur. Parce que beaucoup d'Allemands peut-être ne connaissent pas, tu vois. Pas autant que toi en tout cas. Ah, je peux t'assurer qu'il y en a quand même un paquet qui connaissent. Okay. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup d'y aller, ne serait-ce que pendant une journée publique. Tu sais que j'ai jamais fait, faut vraiment que je le fasse. Ouais, c'est incroyable. C'est une expérience automobile, toi qui es passionné, il faut que tu le fasses. Ça coûte 25 balles, tu viens avec n'importe quelle voiture. Une VTS. Une VTS, exactement, et t'as Xara VTS, et tu te fais ton tour sur le Nordschleife. Bon, premier tour, tu vas être dérouté, et tu vas forcément, sur un petit tour à 25 €, tu vas finir la journée où tu vas forcément dépenser beaucoup plus, c'est clair, parce que c'est juste fabuleux. C'est un circuit qui est mythique déjà, et à conduire, c'est incroyable. C'est incroyable. En sensation, c'est... Il y a une petite anecdote aussi que Sad Benchemzi du GDB m'avait soufflé quand il a su que j'allais te rencontrer. Et Kwame dans de la Planète GT, donc sa chaîne YouTube, je te disais en off, que j'avais regardé son interview avant. Ouais. C'est qu'en fait, Renault, contrairement à d'autres constructeurs, vous n'avez qu'un seul tour pour réaliser le record, ce qui est une vraie particularité. Ouais, alors on s'est donné cette contrainte. Pourquoi ? C'est simple, hein, c'est qu'aujourd'hui, on veut mettre en avant les qualités de la voiture et non pas les qualités du pilote. C'est-à-dire que tu comprends bien que si tu tournes toute la journée, c'est que tu fais 50, bon, peut-être pas 50 parce que tu n'as pas le temps d'en faire 50 tours sur une journée, mais en tout cas, si tu fais un nombre considérable d'essais de temps chrono sur plusieurs jours et que tu prends le meilleur tour que tu fais, forcément, toi, tu vas progresser, il y a une petite erreur que tu as fait à tel endroit que tu vas pas faire le tour d'après, etc. Donc, ça met bien sûr les performances de la voiture en avant, mais ça met aussi beaucoup le pilotage. Et nous, c'était pas ça qu'on voulait. Nous, c'était vraiment que ça soit le pilote de développement qui fasse le record à la fin du développement. On s'est donné comme contrainte de dire, voilà, la voiture, elle doit être pendant la phase de développement à son aboutissement, et le jour J, c'est un tour. Voilà. Faute ou pas faute, s'il y a une petite faute, c'est pas grave, mais en tous les cas, on veut vraiment mettre en avant les qualités de la voiture. Donc concrètement, si demain je vais faire le NURB avec la Trophy-R, je fais 7 minutes 40 aussi. Alors, je te le souhaite. Je ne crois pas, non. Alors, je te le souhaite. Je le ferai pas. Je te le souhaite de les faire. Alors, ça me surprendrait, mais je te le souhaite vraiment. Ça veut dire à talent égal, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait ton talent pourrait totalement reproduire ce record en fait. Ah oui, ouais. C'est complètement notre objectif. C'est-à-dire, en plus, cette année, du moins en 2019, quand on a fait le dernier record, il y avait... le Nürburgring a instauré des nouvelles règles, on va dire, en termes de conformité de la voiture. C'est-à-dire que maintenant, ils te vendent un pack qui comprend la piste, bien sûr, en exclusivité, un système de chronométrage extérieur au tien pour vraiment que ça soit complètement impartial au niveau du jugement, un huissier qui est là pour contrôler ta voiture, et le jour J qui est là aussi pour valider ton record. Donc ça a été créé depuis 2019, et donc voilà, ça permet nous, comme des constructeurs comme nous, on a pris ce pack vraiment pour encore une fois donner plus de crédibilité au record. Et effectivement, comme tu dis, n'importe qui, si tu veux, qui connaît un petit peu le circuit comme moi, petit peu, oui, peut sans problème arriver à faire le temps que j'ai fait. Sans problème, je sais pas. Alors attention, voilà, quand je dis sans problème, moi, on a quand même la piste en exclusivité, hein, ce qui est quand même une chose rare sur le Nürburgring. Donc je suis tout seul sur la piste, c'est quand même aussi un avantage. Mais tu dois t'adapter aux conditions du moment, puisque t'as qu'un seul tour. Donc si les conditions sont pas bonnes, bah tu fais avec de toute façon. Et oui, et ça c'est un très bon raisonnement, puisque sur les 3 derniers records que j'ai fait, on a eu aussi tout le temps la chance d'avoir les bonnes conditions. C'est-à-dire que on aurait pu très bien, on avait réservé la piste pendant 1 heure ou 2 heures. Si c'est pendant ces 2 heures il avait plu, tu te doutes bien que. Et à chaque fois, on est vraiment passé pas loin de l'annulation, et c'est le destin, ça devait se faire comme ça. Vous avez une bonne étoile. Et on doit avoir une bonne étoile. Un beau losange. Ouais, exactement, un beau losange. À chaque fois, on a eu quand même la chance d'avoir des bonnes conditions, des conditions atmosphériques qui étaient aussi favorables. Si tu veux, il n'y a pas de constructeurs qui vont aussi faire des records sur la période printemps-été. Un printemps, nous, c'est juin, donc tu vois, c'est quand même on est un peu dedans, mais été, on essaie d'éviter aussi les fortes températures, parce que forcément, ça va aussi à l'encontre un petit peu de la performance. Le pneumatique qui va avoir tendance à chauffer aussi un peu plus, etc. Donc, nous, souvent, on le fait en juin, et on essaie de prendre le premier créneau du matin, entre la plage 7h, 10h par exemple, 7h, 9h, pour essayer d'avoir les conditions
conditions les plus fraîches possibles en juin. Donc idéalement, c'est une piste sèche bien sûr, avec on va dire entre 5 et 15 degrés de température extérieure, c'est la fenêtre de tir idéale. Bon, on comprend bien que pour l'instant vous avez toujours eu des super conditions, mais si vous en avez eu des plus compliquées, ça aurait été plus de galères. Et justement, transition un peu compliquée, mais quelle est ta plus grosse galère ou le plus gros souvenir que tu as d'une galère automobile? Plus grosse galère? Alors, bien sûr, je ne vais pas parler de la Saxo VTS, de la Xara VTS, on est d'accord? Non. En fait, j'avais une petite idée, mais peut-être que tu parleras d'autre chose. Encore une fois, c'est le GDB qui m'a soufflé ça. Ouais. Tu avais parlé lors de leur vidéo Car Culture, si je me souviens bien, d'une galère avec des chaînes. Ah oui, là c'était hors contexte professionnel. Je te dis, la transition était très rude là. Ah oui. Là tu sais, tu dois être comme moi, tu pestes toujours un petit peu sur ceux qui partent au sport d'hiver et qui pensent toujours que on va, malgré la neige sur la route, arriver à monter au sommet sans le moindre souci. Donc moi j'étais un peu dans cet état d'esprit-là en étant un peu plus jeune et on était deux couples d'amis, on partait au sport d'hiver, on était en BMW et donc la neige était au rendez-vous. Je décide d'attaquer l'ascension pour me rendre à la station. T'avais et là, pas le X-Drive? Ah non, j'avais pas le X-Drive à l'époque. C'était à quelle époque? Pour avoir une idée du modèle. Ah, j'étais tout jeune. Je devais avoir 25 ans, donc pareil, les années 2000. Hein. Et c'était une série 3, quelque chose comme ça? Et c'était une série 3. C'était une série 3. Ok. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé en pleine ascension sur une petite route forcément très tortueuse, plantée. Et donc forcément, donc tu prenais tes vacances pendant les périodes de congés, un peu comme tout le monde. Et ce jour-ci, donc je me suis mal arrêté en plus. J'étais à moitié, j'ai pas pu m'arrêter complètement. Là où j'ai commencé à patiner, j'ai pas pu me ranger sur le bas côté, donc je me suis mis à moitié à cheval sur la route. J'ai commencé à descendre, à vouloir mettre mes chaînes que je n'avais jamais mises. J'étais absolument pas conscient du fait que c'était quand même pas simple en pleine montée de nuit avec une BMW, et j'ai créé un embouteillage juste hallucinant. Et pour la petite histoire, c'est ce que je leur racontais, je pense que j'ai dû croiser à peu près peut-être 500 voitures. On est resté planté peut-être 2 heures. T'as dû te faire insulter comme pas possible. Et là, je pense que les insultes, je les ai toutes apprises ce jour-ci. Mais incroyable, quoi. Les gens, ils s'arrêtaient, ils descendaient la glace et puis ils m'insultaient de tous les noms en disant mais voilà. Donc ça a été une galère effectivement qui m'a marqué. Ouais. Qu'on peut mettre sur le compte de l'insouciance, c'est-à-dire que tu t'es dit allez, on y va, on part, on met pas de chaîne. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à l'heure, on parlait en début d'épisode de la voiture une des voitures en tout cas qui te faisait le plus rêver, la F40. Tu me disais qu'il y en avait des plus récentes qui te faisaient aussi rêver. Oui. Tu pensais à une en particulier? Ouais, il y a des voitures modernes, franchement. Alors, bien sûr, mes expériences Renault Sport, que ce soit franchement tout ce qu'on a fait avec les R, avec les développements Renault Sport, franchement moi j'ai toujours vécu ça comme une passion et comme je me suis vraiment mis à 100% dedans. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres voitures pour sortir de Renault qui aujourd'hui m'ont fait rêver. Je fais référence par exemple à la nouvelle Ford qu'ils ont sortie. Ouais, c'est une voiture vraiment qui m'a fait rêver jusqu'à encore il y a 2 ans quand ils ont participé aux 24 heures du Mans, avec. Je trouve la voiture assez fabuleuse. Ce serait plus la version de course qui te fait rêver, j'imagine. Ouais, mais bon, quand tu regardes la version de route, je veux dire franchement, bon, forcément, il y a un peu plus sur la version de course, mais la version de route est quand même très ressemblante. Et donc là, je pense, ils ont quand même poussé la démarche très loin avec cette voiture. Je pense qu'ils voulaient gagner Le Mans. Et eux aussi, par exemple, c'est un exemple où ils se sont vraiment donnés à fond. Ils ont développé un véhicule de série sur une série très limitée, en tout cas pour pouvoir homologuer leur voiture pour les 24 heures du Mans. Et ils l'ont fait de la meilleure manière.
Et moi, j'adore aussi cet état d'esprit. Et cette voiture, en l'occurrence, c'est une voiture qui aujourd'hui me fait rêver. Quand j'ai regardé, là, il n'y a pas longtemps, Le Mans 66, Le Mans 66. Très fidèle d'ailleurs par rapport à l'histoire. Ouais, exactement. Ouais. C'est une époque qui m'a passionné et qui m'a encore suivi jusqu'à il y a 2-3 ans quand ils ont sorti cette voiture pour les 24 heures du Mans. C'était juste fabuleux. Pour rester sur l'univers piste, quelle est la dernière voiture qui t'a un peu épaté, que t'as pu conduire sur piste et qui tu t'es dit waouh, c'est un truc de fou? Sur piste, la dernière auto qui m'a un peu scotché. Alors, je dirais pas que c'est sur piste, parce que et d'ailleurs j'en avais aussi parlé dans Car Culture. Il y en a une qui m'a scotché là sur son côté accélération. On parle beaucoup des Tesla avec leur fameux mode Inouï. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui, avoir fait ce genre d'accélération sur un véhicule pour Monsieur Tout le Monde, j'ai trouvé que c'était juste dingue. Donc l'accélération, je me rappelle, j'ai eu l'occasion on l'avait loué un petit peu pour la benchmarker, pour regarder un petit peu comment ils avaient géré la partie traction, la partie intérieure. C'est pratique courante dans les constructeurs. On développe nos autos, mais on se cache pas aussi de pouvoir analyser et regarder ce que fait la concurrence. Ce serait stupide d'avoir des œillères. Ah bah c'est clair. Et vraiment la Tesla, voilà, moi j'ai eu l'occasion de rentrer avec un soir. J'en ai fait profiter ma femme et ma fille. Et j'ai été bluffé, j'ai été bluffé par ce côté accélération, c'est brutal. Du moins, j'ai vraiment trouvé que... Ouais, l'immédiateté de l'électrique, quoi. Ah ouais, l'immédiateté de l'électrique, ça reste... Donc ouais, c'est vraiment mon dernier souvenir que j'ai en date sur un véhicule de série, en tous les cas. Après, on a la chance de pouvoir rouler plein d'autres autos, de la gamme, bien sûr. Du coup, t'as pas besoin forcément d'avoir une voiture, j'imagine, puisque t'as plein de voitures. On a cette chance, c'est qu'en fin de compte, moi j'habite à 65 km d'ici, et tu sais, par exemple, quand tu travailles pendant des semaines et des semaines sur ta voiture, et que tu prends cette même voiture, ton mulet, alors qui est plus ou moins déguisé, ça d'ailleurs c'est assez rigolo pour les petites anecdotes, mais on en reviendra plus tard. Des fois ça m'arrive ça m'arrive un peu tous les jours, mais ça m'arrive de rentrer chez moi avec mon proto de la journée que j'ai passé, tu vois. Génial. Et du coup tu te mets dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire que t'es plus dans ton mode travail. Et là, tu te mets dans un mode. Tu mets plus dans un mode client. Tu te mets dans un mode client. Ouais. Et j'ai une petite anecdote où j'avais passé des semaines et des semaines à travailler la direction d'une Mégane 3 RS. Et un soir, je dis je vais essayer de sortir de ce mode travail. Je vais rentrer avec pour voir un petit peu et me mettre vraiment dans un mode client. Et pourtant, ça faisait 3 semaines que je travaillais dessus. Tu sais, la direction, c'est dur, il faut se mettre à la place de plein de clients, c'est long. Différents profils. Il y a différents profils, le grain de la route, ça a un impact énorme. Bon, bref, c'est quand même assez compliqué à mettre au point. Et là, je rentre avec, dans un tout autre état d'esprit, et là, je me dis, non, mais c'est juste pas possible, quoi. Ça fait 3 semaines que je travaille avec, je suis hyper content du résultat. Là, je me mets en mode client, je rentre chez moi avec, et je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est juste à peine passable, quoi. C'était ah oui, très sévère envers toi. Ah mais ouais, parce que tu sais, t'as tes habitudes, t'es dans ton truc, tu vois que ça, et puis là après tu changes d'état d'esprit et tu te dis et donc du coup le lendemain je suis revenu, et puis parce que tu te disais que tu prenais pas le plaisir que tu imaginais en tant que client, en te mettant dans la peau d'un client, tu n'aimais pas la voiture autant que tu l'avais imaginé. En fin de compte, tu te lobotomises toi-même toute la journée, t'es dans ton truc, tu fais que ça, et puis tu conduis avec des œillères, tu vois que ça, et puis le soir quand tu rentres, là t'es plus dans un autre contexte, t'es entouré d'autres voitures, t'es dans un autre, tu roules pas sur les mêmes vitesses, t'es pas sur un circuit ou t'es pas sur une zone sécurisée, et du coup, tu t'aperçois d'autres soucis que t'as pas forcément vus aux endroits où t'as travaillé. Donc je pense que c'est hyper important quand t'es metteur au point. C'est la conclusion que je voulais dire, il faut pas hésiter à se remettre aussi en question, à changer un peu ses habitudes, prendre l'auto sur laquelle tu as travaillé pour rentrer, et des fois tu t'aperçois de petits défauts, et donc voilà. Et donc moi j'ai la chance de pouvoir rentrer avec des autos et de corriger des fois des petits soucis qu'on peut voir. C'est les conditions réelles qui te permettent Exactement. Pour finir, Laurent, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? C'est une bonne question, ça. Alors, franchement, je suis quelqu'un, je suis vraiment pas à plaindre, hein. Je fais un métier passionnel depuis
depuis que j'ai fini mon service national, si tu veux. Donc, t'as toujours vécu dans la passion. J'ai toujours vécu dans la passion. J'ai toujours eu de la chance de pouvoir faire ce que j'aime. Donc, franchement, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? C'est de continuer sur le même état d'esprit, sur ce qui nous anime, la passion automobile. Bon, c'est vrai qu'on est dans un changement automobile aujourd'hui. On voit que le côté thermique, ça devient compliqué. On va passer sur l'électrique. Voilà, il va peut-être falloir changer notre méthode de travail, repenser différemment. Il va falloir maintenant penser l'électrique comme on a pu imaginer le thermique toutes ces années. Donc, moi, on peut juste me souhaiter de continuer dans le même état d'esprit, avec la même passion et avec la même joie de venir travailler tous les matins. Je pense que tu vas le faire pendant encore de nombreuses années. Ouais, j'espère. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Je t'en prie, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé. Et puis, je doute pas qu'on se reverra très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt, Laurent. Salut, Eliane, à bientôt. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, je décide de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Chris VLD qui écrit « Quel magnifique podcast, j'ai découvert ce bijou récemment et je ne peux qu'en recommander l'écoute à outrance. Les interviews sont superbes et justes, faites par un passionné qui sait transmettre sa passion et nous fait vibrer avec des invités tous plus géniaux les uns que les autres. Que l'on soit fou de voiture ou simple néophyte, ce podcast est à écouter encore et encore. » Écoute Chris, merci beaucoup. Tant mieux si ça peut te régaler, si ça peut vous régaler. Ouais, je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas merci beaucoup. Et puis au plaisir de te rencontrer, de vous rencontrer. En tout cas de vous parler déjà. Ça sera déjà très cool, parce que ça, après tout, c'est aussi le but de ce projet, c'est de se rassembler autour de cette passion. Pour découvrir les coulisses du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram @dbg_podcast. C'est là où d'ailleurs on pourra discuter. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater des prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.